Le 20 juillet 1189, Cœur de Lion se fit couronner duc de Normandie à Rouen et le 3 septembre à Londres, roi d'Angleterre. L'empire des Plantagenets se reconstituait. C'était un échec pour le roi de France, et d'autant que Richard n'était pas seulement le batailleur que l'on sait. Son impétuosité un peu folle se doublait d'un réel talent de diplomate. Il mit d'ailleurs le comble à sa popularité en pardonnant à ceux qui étaient restés fidèles à son père, sauf Étienne de Marsay, et en prodiguant son or et ses faveurs. Il apaisa la jalousie de son frère, Jean Santerre, en le gratifiant de plusieurs comtés anglais. On vanta sa générosité. C'était la vertu majeure aux yeux du monde chevaleresque. Lorsqu'elle atteignait à la prodigalité, elle arrachait des cris d'admiration. Pour les nobles, il était sans importance qu'un prince accablât ses sujets d'impôts, à condition qu'il en distribuât aussitôt le produit. Il est vrai que ces distributions profitaient au commerce, c'est-à-dire finalement au peuple. Or, Richard, médiocre comptable, puisait à pleine main dans les trésors paternels sans le moindre souci du lendemain. Il s'agissait pour lui de briller, d'éblouir un chacun, de paraître superbe, incomparable, et par ce moyen de gagner les cœurs. Sur ce point, et sur d'autres, il différait absolument de Philippe Auguste. Ce dernier savait qu'il était contraire à la courtoisie de thésauriser, mais il s'en moquait et surveillait ses dépenses, car il avait des projets précis et s'y tenait. Au contraire, Richard Cœur de Lion était incapable de prévoir. Sa puissance nouvelle le grisait. Il n'était assoiffé que de gloire, à la façon d'un adolescent. Pendant leur compagnonnage, Philippe Auguste l'avait étudié. Il le connaissait à fond. Il avait pesé ses qualités et ses défauts. Il le savait dangereux, en raison de son impulsivité maladive. La perspective du voyage en Terre Sainte ajoutait à ses inquiétudes. Car on reparlait inévitablement de la croisade. La paix étant assurée, on ne pouvait plus différer le départ, à moins de s'aliéner les gens d'église. Pour ceux-ci, la reconquête de Jérusalem l'emportait sur toute autre considération. L'idée même de combattre Saladin enthousiasmait Richard. Non qu'il fût plus dévot que Philippe Auguste, mais il avait la certitude de délivrer Jérusalem et par là d'acquérir une renommée immortelle. La piété de Philippe était plus solide que celle de Richard. Il lui déplaisait pourtant qu'elle portât dommage à la politique. Il eût, certes, préféré ne pas quitter son royaume et mettre l'éloignement de Richard à profit. Il ne manquait point de courage, mais il lui paraissait futile et imprudent de rompre des lances avec Saladin. Cependant, l'opinion réclamait cette croisade. Déjà, l'empereur Frédéric Barberousse et les Allemands, nombre de seigneurs français, avaient pris la route. Le roi de France ne pouvait plus se dérober. Encore fallait-il prendre ses précautions, veiller au salut du royaume pendant une absence qui pouvait être longue. Les deux rois tinrent une ultime conférence. Ils se jurèrent une nouvelle fois aide et amitié et signèrent un traité rédigé en bonne et due forme. Nous accomplirons ensemble le voyage de Jérusalem sous la conduite du Seigneur. Chacun de nous promet à l'autre de lui garder bonne foi et bonne amitié. Moi, Philippe, roi de France, à Richard, roi d'Angleterre, comme à un ami fidèle. Moi, Richard, roi d'Angleterre, à Philippe, roi de France, comme à mon seigneur et mon ami. La mort de la reine Isabelle retarda le départ. Elle venait de mettre au monde 2 enfants morts-nés. Philippe Auguste restait veuf, avec un seul fils, âgé de 3 ans, le futur Louis VIII. Le jeune prince était de santé fragile. Les 2 rois convinrent de rassembler leurs forces à Vézelay en juin 1190. Richard avait fait charger ses grandes nefs d'une profusion de marchandises. Fourrures, vêtements précieux, ustensiles, armes, bacon, froment, farine, biscuits, vin, poivre, cumin et autres épices, galantines et sirops. Si l'on en croit l'historien du maréchal, il n'eût songé qu'à son confort personnel. En réalité, il nomma des hommes de confiance pour garder ses terres de part et d'autre de la Manche. Il est vrai toutefois qu'il ne prit point de mesures extraordinaires. L'honneur chevaleresque endormait en lui la méfiance. L'idée qu'on pouvait exploiter son absence lui eût semblé absurde. Philippe Auguste ne partageait point cet optimisme. Il ordonna la construction d'une enceinte enveloppant les faubourgs nord de Paris. Il fit de même fortifier plusieurs cités du domaine royal. Il rédigea ensuite son testament, qui était une longue instruction portant organisation du conseil de régence. N'oublions pas qu'il allait laisser le royaume aux mains des tuteurs d'un enfant de 3 ans. Le moment du départ approchait. Selon la coutume des rois, Philippe Auguste se rendit à Saint-Denis,
afin de prendre congé du patron du royaume et de recevoir la bénédiction du Saint-Cloud et de la Sainte-Épine. L'abbé lui remit la bannière semée de croix d'or qui servirait de signe de ralliement à l'armée. Le 4 juillet, les deux rois se retrouvèrent à Vézelay. Ils descendirent ensemble la vallée du Rhône. Partout on leur faisait fête. Personne ne doutait que Saladin ne fût écrasé par les trois plus grands souverains d'Europe. On ignorait encore que l'empereur Frédéric Barberousse s'était noyé dans le Sénef et que les croisés allemands, démoralisés, prenaient le chemin du retour. Richard s'embarqua à Marseille. Philippe continua son voyage en direction de Gênes. Le roi d'Angleterre disposait de nefs capables de résister aux galères musulmanes. Le roi de France n'avait pas de flotte. Il devait louer les services des marins génois. Première friction entre les deux princes et première rancune. Le cœur de lion n'avait pas le triomphe léger. La susceptibilité de Philippe était constamment en éveil. Ce dernier débarqua à Messine le 16 septembre. Richard ne parut que le 21. Le séjour en Sicile ne dura pas moins de 6 mois, soit que les vents fussent réellement contraires, soit que les deux rois n'aient pas voulu voyager pendant la mauvaise saison. En fait de navigation, Richard n'était pas plus expert que Philippe Auguste. Il est vrai que le roi d'Angleterre était aussi français que le roi de France. À cette époque, la mer était encore un monde inconnu, rendu encore plus redoutable par les légendes et les récits extravagants des marins. Elle terrifiait les plus braves. Cependant, malgré la précarité des informations, ni Richard ni Philippe n'ignoraient combien il était urgent d'intervenir en Terre Sainte, quels étaient les progrès effrayants de Saladin. Après le désastre de Hattin, triste conséquence de l'incapacité de Guy de Lusignan, Saladin s'était emparé successivement de Saint-Jean d'Acre, de Jaffa et de Beyrouth. En septembre 1187, faute de défenseurs, Jérusalem avait capitulé. L'année suivante, le royaume franc se réduisait à Tyr, Tripoli, Antioche et Tortose, et à quelques forteresses inaccessibles comme le fameux Krak des Chevaliers. Alors apparut Conrad de Montferrat, marquis piémontais. Il tombait en pleine tragédie. Installé à Tyr, il en fit le boulevard de la résistance à l'islam. Libéré par Saladin, Guy de Lusignan, ex-roi de Jérusalem, se présenta devant cette ville. Montferrat refusa de l'accueillir. Faute de mieux, Lusignan rassembla quelques troupes et mit le siège devant Saint-Jean d'Acre, ce qui ne manquait certes pas d'audace. Les croisés qui arrivaient d'Europe, par vagues successives, vinrent renforcer sa petite troupe. Lusignan avait perdu Jérusalem, mais il conservait son titre de roi. De son côté, Saladin ne pouvait abandonner les défenseurs de Saint-Jean d'Acre. Il établit son camp sur les hauteurs avoisinantes, en sorte que les assiégeants étaient pris entre deux feux. Ils auraient irrémédiablement péri si Montferrat ne les avait pas ravitaillés par la mer. La situation s'éternisait, sans gains appréciables, car les Francs restaient trop peu nombreux. Leur succès dépendait uniquement de l'arrivée de Philippe Auguste et de Richard. Or, ceux-ci s'attardaient en Sicile. Dès le début du séjour, Richard se rendit odieux par ses prétentions et par son arrogance. Sa sœur Jeanne était veuve depuis peu. Richard en profita pour réclamer son douaire à Tancrède, nouveau roi de Sicile. Il exigeait la fourniture de 200 galères armées et de vivres pour 2 ans. Philippe Auguste s'entremit, Tancrède accepta de verser 40 000 marcs d'or à Richard et de fiancer l'une de ses filles à Arthur de Bretagne. Arthur était le neveu de Richard et l'héritier de ce Geoffroy de Bretagne, mort à Paris des suites d'un tournoi. Vis-à-vis des croisés français, Richard affectait un mépris inacceptable. Les disputes, les rixes entre marins et soldats des deux nations étaient fréquentes. Richard prenait systématiquement parti pour ses hommes, fussent-ils coupables, et le sachant. Philippe Auguste s'efforçait d'aplanir les différends, de maintenir la bonne entente. Il feignait de ne pas comprendre les intentions avouées du roi d'Angleterre de diriger la croisade, avec le roi de France pour second. Il y avait une autre pomme de discorde entre eux, Alix de France, toujours en Angleterre et attendant encore le bon vouloir de son fiancé. Le vieux Plantagenet étant mort, rien ne s'opposait plus au mariage. Philippe demanda quelles étaient les intentions de Richard à ce sujet. Il se heurta à un refus catégorique. Richard déclara crûment que son père avait déshonoré la princesse et qu'il n'entendait point prendre ses restes. Au surplus, on préparait son mariage avec Bérengère de Navarre. Négociations entre les deux rois, c'est-à-dire colloques interminables et envenimés. Usant de patience, Philippe Auguste finit par obtenir la restitution d'Alix, de Gisors et du Vexin normand, outre une confortable indemnité qui vint grossir son trésor de guerre. Puis, comme Bérengère de Navarre arrivait à Messine, il mit à la voile pour Saint-Jean d'Acre, le 30 mars 1191.
Richard prit le temps de se marier et n'appareilla qu'un mois après. Au passage, il s'empara de Chypre. Cette île était une position de premier ordre, dont la possession prolongerait d'un siècle l'existence du royaume franc. Mais Richard entra-t-il dans ces considérations ? Bien plutôt, il y vit l'occasion d'accomplir un exploit sans le secours du roi de France. Il se donna la gloire de battre à plate couture Isaac Comnène, empereur de Byzance, et de le mettre à rançon. Ce qu'apprenant, le ci-devant roi de Jérusalem vint lui demander son appui contre le marquis de Montferrat. Il redoutait que ce dernier usurpât son trône, et d'autant plus que Philippe Auguste soutenait ses prétentions. Richard lui promit son aide pour faire pièce au roi de France. Cette troisième croisade, si bien commencée, si prometteuse, avait peu de chances d'aboutir. Elle était placée sous le signe de la désunion. Philippe Auguste était arrivé à Saint-Jean-d'Acre le 20 avril 1191. Il y avait retrouvé l'avant-garde des croisés français, parmi lesquels son cousin Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, les comtes de Flandre et de Champagne et leurs contingents. Pour beaucoup d'entre eux, cette croisade serait fatale. Leur disparition modifierait le puzzle féodal au seul profit du roi. Bien que de nouveaux arrivants vinssent renforcer sans cesse l'armée franque, la situation n'était guère brillante. La soif tourmentait les assiégeants autant que les assiégés. Sur ces collines, Saladin enrageait de ne pas recevoir de renfort. L'approche de Frédéric Barberousse avait naguère frappé les musulmans de terreur. Ils se dispensaient de répondre à l'appel de Saladin. Celui-ci écrivait au calife de Bagdad. « Espérons de la bonté d'Allah que le danger où nous sommes réveillera le zèle des musulmans et qu'ils s'efforceront d'éteindre l'ardeur de nos ennemis, d'abattre l'édifice que les Francs ont levé. Tandis que nos ennemis accourent par mer et par terre, notre pays est menacé des plus grands malheurs. Ce qui nous étonne, c'est de voir l'émulation des infidèles et l'indifférence des vrais croyants. Y a-t-il un seul musulman qui réponde à l'invitation, qui vienne quand on l'appelle ? Voyez cependant les chrétiens, voyez comment ils se pressent à l'envie. » Philippe Auguste donnait au siège une impulsion nouvelle. Il était à son affaire avec les engins. Dès que ses balistes et ses mangonneaux furent en place, le bombardement commença. Ce n'était pas une mince chose que d'ébranler les remparts de Saint-Jean. Ils avaient une telle largeur que 2 chariots pouvaient circuler roue à roue sur le chemin de ronde. Mais l'une des machines de Philippe Auguste, baptisée ironiquement Malvoisine, mauvaise voisine, lançait d'énormes quartiers de pierre. En outre, les Français avaient construit une tour roulante à 4 étages, l'un en bois, le second en plomb, le troisième en fer et le plus élevé en airain, à ce que dit Béaédine, historien arabe. Il était facile aux archers d'arroser les défenseurs de flèches. Ceux-ci disposaient du feu grégeois. Ils incendièrent la tour et se crurent sauvés. Mais les mineurs de Philippe creusaient leurs galeries. L'issue du siège approchait. Le 7 juin, Richard débarqua enfin, au milieu de l'allégresse générale. La nuit était claire, écrit Ambroise, un clerc anglais, et la joie grande. On sonnait les timbres, les trompettes et les cors. On chantait dans le camp de belles chansons et de beaux airs. Les échansons portaient du vin aux grands et aux petits. Ils étaient pleins de confiance. Je ne crois pas que vous puissiez voir tant de cierges et tant de lumière, si bien qu'il semblait à l'armée ennemie que toute la ville était embrasée de feu. Après les retrouvailles, les 2 rois parlèrent de choses sérieuses. Ils convinrent d'attaquer chacun dans un secteur, mais en même temps. C'était en effet le seul moyen de ménager les susceptibilités. Mais Richard pouvait-il s'empêcher d'être égal à lui-même ? Il voulait s'approprier toute la gloire de la délivrance de Saint-Jean-d'Acre. Philippe donnait 3 besants à ses hommes. Richard en offrit 4 pour s'attirer du monde et réduire la force de son rival. Non seulement il se posait en sauveur du royaume franc, mais encore il violait ses engagements envers Philippe Auguste. La convention qu'ils avaient passée à Messine prévoyait qu'ils auraient part égale de ce qu'ils conquerraient. Richard refusa de céder la moitié de Chypre, sous prétexte qu'il avait seul conquis cette île. Philippe ne protesta pas, mais sa rancune s'accumulait. Certains chroniqueurs écrivent qu'il avait différé l'assaut final par courtoisie envers le roi d'Angleterre et par respect de la convention de Messine. Je crois plutôt qu'il l'attendit, parce que ses forces étaient insuffisantes pour assurer le succès. Quoi qu'il en soit, Richard s'arrangea de telle sorte que tout le poids de l'assaut incomba aux Français, en espérant que ce serait un échec. Les Mangonneaux ouvrirent une brèche dans la partie du rempart qui attenait à la plus forte des tours, appelée Tour Maudite. Le 3 juillet, les Français attaquèrent et furent repoussés. Cependant, la garnison de Saint-Jean-d'Acre était épuisée et à court de vivres. Elle fit savoir à Saladin qu'elle ne pouvait tenir un jour de plus. Les musulmans utilisaient des pigeons voyageurs pour transmettre leur message.
Le 5 juillet, Saladin attaqua le camp français, ce qui n'empêcha pas Philippe Auguste de lancer un second assaut contre la ville. Ce fut encore un échec. Alors seulement Richard, sûr de triompher, fit donner toutes ses forces. Nouvel échec. Pourtant, à bout de souffle, la garnison capitula peu après. On convainc que les défenseurs et la population rachèteraient leur liberté contre versement de 200 000 pièces d'or, la restitution de la vraie croix et de 2500 prisonniers chrétiens. À la suite de quoi, les croisés purent faire leur entrée à Saint-Jean. Saladin et ses soldats assistèrent impuissants à ce spectacle. Abou Shama. Ce vendredi à midi, on vit les croix et les drapeaux des Francs se dresser sur les murs. Une immense clameur d'enthousiasme s'éleva de l'armée franque, pendant que notre camp retentissait de gémissements et de sanglots. Les deux rois et leurs conseillers se préoccupèrent ensuite de la couronne de Jérusalem, ce qui revient à dire que les querelles recommencèrent de plus belle, les Anglais préférant l'incapable Guy de Lusignan au marquis de Montferrat, candidat des Français. Une fois de plus, pour éviter le pire, on transigea. Guy conserverait le titre de roi de Jérusalem jusqu'à sa mort, et Montferrat hériterait du royaume. Le marquis avait épousé Isabelle, sœur cadette de la reine Sibylle de Jérusalem, épouse de Guy, morte depuis peu. Les barons syriens avaient contraint Isabelle à divorcer d'Onfroy de Thoron, un bellâtre connu pour sa couardise, afin que, bon gré mal gré, elle épousât Montferrat. Richard avait donc lâché son protégé malgré les promesses de Chypre, mais Lusignan avait cessé de l'intéresser. D'ailleurs, le roi d'Angleterre avait d'autres idées en tête. Après avoir fait assaut de courtoisie avec Saladin, il venait d'engager des négociations secrètes avec lui. Ne voulait-il pas marier la veuve du roi de Sicile, sa sœur Jeanne, avec Malik Adil, le frère de Saladin? Selon son plan, Jeanne et Malik eussent conservé leur religion respective et co-régné sur la Terre Sainte, ce qui résolvait le conflit. C'est dire le peu de cas qu'il faisait des droits d'Isabelle de Jérusalem, de Montferrat et de Lusignan. Il essayait en somme de promouvoir la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans, ce qui ne manquait pas de hardiesse. Mais Jeanne refusa d'épouser un infidèle, Malik refusa de se convertir, et le projet fut abandonné. Là-dessus, les deux rois furent atteints de la suette, probablement une sorte de typhoïde. Il semble que Philippe Auguste fut plus gravement atteint que Richard. Selon Guillaume le Breton, il perdit les ongles des mains et des pieds, les cheveux et presque toute la surface de sa peau. En outre, une taie lui fit perdre un œil, d'où le surnom de borgne qui lui fut attribué parfois. Son entourage parla de poison, comme il était prévisible. On accusa Richard, les physiciens conseillèrent le départ, sinon il ne répondait pas de la guérison. Philippe craignait-il réellement pour sa vie, ou était-il là des intrigues et des insolences du roi d'Angleterre? La question reste posée. En tout cas, ses envoyés se présentèrent bientôt à ce dernier, ils étaient en larmes. « Ne pleurez pas, leur dit Richard. Je sais ce que vous allez me demander. Votre sire, le roi de France, désire rentrer chez lui. Et vous venez de sa part demander mon conseil et la permission de s'en retourner. » On aperçoit la hautainerie de ses propos et leur ton railleur. Les envoyés se récrièrent, déclarant que le roi de France mourrait s'il restait davantage. La réponse de Richard les cingla comme un coup de fouet. S'il s'en va sans avoir accompli son vœu, le déshonneur sera pour lui et la honte pour le royaume de France. Ce ne sera pas sur mon conseil qu'il agira de la sorte, mais s'il doit choisir entre mourir ou s'en retourner dans son pays, qu'il décide. Le 2 août, Philippe Auguste s'embarquait à Tyr, en laissant à la disposition de Richard les croisés français placés sous les ordres du duc de Bourgogne. Le roi d'Angleterre n'était pas fâché de ce départ, qui ressemblait à une fuite et discréditait son rival. Il était même ravi d'avoir désormais la direction de la croisade pour lui seul. Les conseils de prudence de Philippe l'agaçaient. Il les jugeait superflus, pusillanimes. S'il n'avait pas eu l'esprit faussé par la vanité, il aurait cependant reconnu l'importance du rôle joué par Philippe pendant le siège de Saint-Jean d'Acre, l'art avec lequel il savait disposer ses engins, ses talents d'organisateur. Mais la passion l'emportait en lui. Il était tellement sûr de reprendre Jérusalem qu'il se réjouissait par avance de sa victoire. On ne peut s'empêcher, au terme de ce chapitre, de s'interroger à nouveau sur les raisons qui conduisirent Philippe à quitter si précipitamment la Terre Sainte. Il est surprenant que ce roi, qui pendant le siège de Saint-Jean d'Acre avait pris des risques très grands et que l'on avait vu tirer à l'arbalète au premier rang de ses soldats en un moment critique, soudain ait éprouvé une peur panique de la mort. Et sinon, la Suède lui avait fourni un prétexte acceptable d'en finir avec l'aventure orientale, et il avait d'ores et déjà résolu d'exploiter l'éloignement de son rival, au mépris des serments et des conventions.
Certes, il avait quelques raisons d'en vouloir au roi d'Angleterre et de lui faire payer son outrecuidance. Je ne veux point le défendre aux yeux du lecteur. Mais vivant, si l'on peut dire en familiarité avec lui depuis longtemps, il me semble que son départ fut irraisonné, que la maladie avait agi sur ses nerfs et que chez lui, la peur de mourir était aggravée par la crainte du poison et par la collusion de Richard avec Saladin. Car enfin, il connaissait assez le monde pour savoir qu'on le jugerait sévèrement. Il se déshonorait en manquant à la promesse de délivrer le Saint-Sépulcre. Pour sauver sa vie, il aventurait son âme. La prise de Saint-Jean d'Acre n'était pas une excuse. La croisade était plus qu'une expédition militaire, un pèlerinage accompli en rachat des péchés. Voilà ce que l'opinion dirait. Il ne pouvait l'ignorer. Cependant, il partait. Plus tard, au crépuscule de sa vie, il regrettera d'avoir si peu fait pour la Terre Sainte, et ce regret se changera en un remords poignant. Ainsi, cet être si fort, doué par surcroît d'une volonté de fer, n'était pas exempt de faiblesse, ni de fragilité. Mais cet aspect profondément humain nous le rend plus proche, donc plus vrai et quasi fraternel. Philippe n'était pas un paladin à la façon de Cœur de Lion, c'était simplement un homme d'État.